Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau rejoints par Einar Tangen, chercheur principal à l'Institut Taihei et également président d'Asia Narratives. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci Glenn. Je voulais donc discuter avec vous aujourd'hui du grand et magnifique projet de loi de Trump, mais aussi de l'avenir de la guerre commerciale avec la Chine. Cependant, commençons par le grand et magnifique projet de loi, car il y a énormément de choses incluses dedans. Tout d'abord, il va augmenter la dette. Certains l'estiment à plus de 3 000 milliards de dollars, voire 3,3 billions. Je me demandais si vous pouviez expliquer ce que ça signifie réellement, car cela semble avoir de nombreuses conséquences, et il n'a pas été facile de le faire adopter non plus. Oui, j'appelle ça le mandat massivement mal calculé. Vous savez, le grand et beau projet de loi, les gens devraient y prêter attention. Il reporte la majeure partie de la douleur sur le public américain jusqu'après les élections de mi-mandat, mais la douleur arrive. Et même s'il propose un adoucissant sous forme de réduction d'impôts, il n'est pas certain que cela sera très populaire, car cela profite de manière disproportionnée aux riches, tout en pénalisant tout le reste du monde, en particulier les plus pauvres. Alors, qu'est-ce que Trump a obtenu de tout cela? 5 000 milliards de dollars d'autorisation d'emprunt. Il n'a donc pas besoin de retourner devant le Congrès et de jouer à « j'ai besoin de plus d'argent », du moins jusqu'à ce qu'il ait épuisé ces 5 000 milliards. Et il compte aussi sur son fonds de réserve issu des droits de douane. Cela pourrait ajouter un montant supplémentaire, bien qu'en diminution, mais cela pourrait tout de même représenter des sommes substantielles, quelque part entre 300 et 400 milliards de dollars. Et en substance, politiquement, il prévoit d'acheter les élections de mi-mandat, retarder toute douleur, offrir quelques avantages, puis utiliser l'argent pour, vous savez, en quelque sorte acheter la fidélité de sa base et garder tout le monde content. Le problème, c'est qu'il n'a pas calculé les dégâts économiques et politiques qu'il provoque, en particulier l'érosion de la confiance et de la fiabilité. Tant de problèmes. Commençons par les questions économiques. L'inflation due aux droits de douane. Je veux dire, ils viennent tout juste de conclure cet accord avec le Vietnam, et il dit, oh, 20% sur toute la ligne, et ensuite 40% sur tout ce qui est réexpédié. Or, si l'on étudie attentivement le Vietnam, un bon pourcentage, je dirais 70 à 80% des produits qu'ils fabriquent là-bas, ont en réalité soit des composants venant de Chine, soit sont réexpédiés. Maintenant, ils sont évidemment à Tlomastery, ils essaient de blanchir cela, de le cacher, et ainsi de suite. Et les entreprises auront cette incitation. La dette nationale et la hausse des taux d'intérêt, c'est un point crucial et vous l'avez mentionné d'emblée. Que se passe-t-il avec la dette nationale lorsque vous ajoutez 5 000 milliards de dollars d'emprunts supplémentaires? Et cela, sans compter le fait que chaque année, l'an dernier, le budget fédéral était un peu inférieur à 6 000 milliards de dollars, dont 2 000 milliards ont été empruntés. Cela ne va pas changer. Donc, au cours des 3 ans et demi à venir, vous allez voir encore 8 000 milliards de dollars empruntés, en plus des 5 000 milliards. Ensuite, il faut ajouter les taux d'intérêt. Et quand je parle des taux d'intérêt, il faut savoir que les banques centrales du monde entier détiennent actuellement le plus faible niveau de bons du Trésor américain depuis 2011. Cela signifie que vous comptez vraiment sur les marchés privés. Les marchés privés investiront certainement s'ils ont confiance et si le taux est suffisamment élevé, car il y a un risque. Déjà, le dollar américain a baissé de 10%. Donc, si vous êtes un acheteur étranger de bons du Trésor et que vous en avez acheté avant l'investiture de Donald Trump, vous aviez 100 $ en bons du Trésor. Aujourd'hui, il vous en reste moins de 4,90.
Donc toute personne qui investit dans les bons du Trésor, surtout depuis que Trump dit vouloir encore dévaluer le dollar, va se dire, d'accord, si vous allez dévaluer le dollar, il me faut un taux d'intérêt suffisamment élevé pour compenser cette dévaluation et en plus me verser un certain taux d'intérêt. Et cela devient très délicat et peut entraîner ce genre de spirale descendante ou ascendante en ce qui concerne les taux. Vous savez, l'impact économique des expulsions de travailleurs migrants, cela peut sembler acceptable pour sa base de dire que les migrants sont mauvais. En réalité, ils occupent beaucoup d'emplois aux États-Unis que les Américains ne veulent pas faire. Ils nettoient les toilettes, cueillent les fruits, travaillent dans les restaurants. Ils sont extrêmement nombreux. Et à mesure qu'ils partent, ces emplois ne sont soit plus assurés, soit deviennent plus coûteux, ce qui alimente l'inflation. Le ralentissement mondial va affecter les exportations américaines. Avec le Vietnam, les États-Unis peuvent exporter sans droit de douane, je veux dire, pas de droit de douane. Or, le Vietnam n'a acheté que pour 13 milliards de dollars de produits américains l'an dernier. C'est pas comme s'ils allaient soudainement en acheter davantage. Maintenant, ça représente un commerce total de près de 150 milliards de dollars. Donc c'est une goutte d'eau dans l'océan. Cela n'aidera pas les États-Unis. Et comme les prix sont plus élevés, ce n'est tout simplement pas quelque chose que les gens vont faire. Je veux dire, si vous achetez une voiture américaine au Vietnam, eh bien mince alors, elle reste 2 à 3 fois plus chère qu'une voiture chinoise. La contestation intérieure sur les prix et la politique étrangère, cela relève un peu du domaine politique. Mais, vous savez, les Américains pensaient que Donald Trump allait contrôler les prix et qu'il n'allait pas s'impliquer dans ces sortes de guerres sans fin qui, selon eux, épuisent l'économie américaine. Se concentrer sur les questions intérieures. Rappelez-vous, c'est rendre à l'Amérique sa grandeur, pas s'impliquer dans des questions de politique étrangère. Donc, il y a beaucoup de choses à rebroth. Il y a le nouveau parti politique, le America Party, dirigé par Elon Musk. Maintenant, cela est devenu un véritable problème. Elon Musk a une énorme influence avec X. Il possède le plus grand système de satellites au monde. Il a SpaceX. Il a Tesla. On parle de milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars et de nombreux emplois. S'ils entrent en conflit, il n'est pas certain que Donald Trump, même avec le gouvernement américain, puisse affronter un individu qui flirte toujours avec le statut d'homme le plus riche du monde. Et il y a un conflit avec la Réserve fédérale. Cela mine le sentiment international à l'égard des États-Unis. Ils ne font pas confiance à Donald Trump. Ils ne comprennent pas s'il a une stratégie finale ou si le but ultime est simplement qu'ils deviennent des États clients des États-Unis. Ils font plus confiance à la Fed qu'au gouvernement. Cela a un véritable impact sur les marchés. Et il y a des limites aux tactiques dites de submerger la zone et de jouer au fou que Donald Trump a adopté. Cette idée de faire chaque jour de nouvelles déclarations et de créer des crises fonctionne bien dans les médias télévisés, mais ce n'est pas ainsi qu'on dirige un pays. Les tactiques de fou qu'il utilise à l'étranger suscitent des réactions négatives, des critiques internationales. Les BRICS se réunissent au Brésil et ils se sont tous rassemblés autour d'une seule question, vraiment une seule, à savoir que les États-Unis agissent de manière arbitraire. C'est important. Cela représente la moitié de la population mondiale, 40% du PIB mondial et une part massive des ressources et de la production manufacturière mondiale. Donc en plus de cela, il y a de l'instabilité mondiale et une incohérence de la politique étrangère. Personne ne sait vraiment ce qui se passe concernant les États-Unis et Gaza ou l'Ukraine. Cela semble changer d'un jour à l'autre, qu'il parle ou non à Zelensky, à Poutine, ou, comme ce sera le cas demain, à Netanyahou. Condamner toutes ces conversations, rien.
Nous sommes toujours dans la même situation qu'auparavant. Il y a aussi une contestation du soutien américain à Israël. Ils peuvent arrêter de nombreuses personnes qui manifestent contre ce qu'elles considèrent comme un génocide, mais ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. D'autres problèmes subsistent. Il y aura toutes les questions juridiques et réglementaires non résolues qui vont ralentir les choses. Il y a aussi l'inertie bureaucratique. Je veux dire, vous savez, mettre en œuvre quelque chose d'aussi vaste et complexe, alors qu'on vient de réduire tous les budgets de ces entités, va être très très difficile. Ensuite, il y a la question des recettes. Les coupes à l'IRS, ils l'ont réduit de moitié, cela n'augmentera pas les recouvrements. Les grandes et belles baisses d'impôts vont même aggraver la situation. Maintenant, le bureau du budget du Congrès peut faire des hypothèses. Le fait est que les États-Unis sont dans une situation critique. Parlez aux analystes en capital investissement. Ils disent que la dette pourrait atteindre 24 000 milliards de dollars si l'on commence à additionner la dette supplémentaire. Ça va être emprunté, l'emprunt habituel pour faire fonctionner le budget et les recettes fiscales perdues. Et puis, il y a la facture des intérêts sur tous ces bons du Trésor que vous émettez. Donc, énormément de problèmes. Et il n'est pas du tout évident qu'il ait réponse à cela, ou même à une partie. Oui, j'allais dire que ce qui est étrange avec la plateforme de Trump aujourd'hui, c'est qu'il plaidait vraiment pour rendre l'Amérique plus durable. Mais je pense que c'est justement là qu'il s'est éloigné, comme tu l'as dit, de Musk aussi. Cette réticence à couper. Je veux dire, toute cette insistance sur la réduction du budget, et maintenant, soudainement, ce projet de loi, cela semble manquer de cohérence. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens regrettent. Parce qu'ils aimeraient voir une sorte de stratégie, une grande stratégie, si tu veux, aussi. Juste un objectif final. Et bien sûr, différentes politiques, certaines peuvent fonctionner, d'autres non, mais au moins un contexte dans lequel les gens peuvent se situer et comprendre ce qu'il essaye de faire. Mais il y a beaucoup de choses qui semblent inexpliquées, et il est très difficile de comprendre quel est le fil conducteur. Et on voit toujours cela. Au lieu d'éclaircir la situation et de donner du contexte, on passe simplement à la prochaine grande affaire, qui aspire tout l'oxygène de la pièce, qui prend tous les gros titres. Ce qui m'inquiète, c'est que cette explosion de la dette américaine va évidemment exercer une pression immense à la fois sur le Trésor américain et sur le dollar. Il est vraiment difficile de voir quels outils restent à disposition lorsque la prochaine crise surviendra, car il est certain que cela ne peut pas continuer encore longtemps avant que quelque chose dans l'économie ne commence à craquer. Mais avec cette pression sur le Trésor et le dollar, que va faire les États-Unis lorsque les banques commenceront à faire faillite? Jouer sur les taux d'intérêt est la principale solution. Sinon, il y a aussi, comme vous l'avez mentionné, la théorie du fou de Nixon, qu'il semble adopter pleinement. Cette idée selon laquelle le monde doit rester sur ses gardes, je crois qu'ils appellent cela dans son administration l'imprévisibilité stratégique. Si personne ne sait ce que les États-Unis feront ensuite, tout le monde sera un peu plus prudent et évitera d'appuyer sur ses boutons. Mais comment cela se passe-t-il en Asie de l'Est? Parce que, je suppose que ce focus géographique a du sens, étant donné que la Chine est désormais vraiment considérée comme le principal adversaire et se trouve dans la ligne de mire de Washington. Comment l'Asie de l'Est réagit-elle à cela? Pas seulement la Chine, mais aussi ses voisins, parmi lesquels les États-Unis semblent essayer, disons, de semer la discorde et de tracer davantage de lignes de division. Alors, quel est l'impact de toute cette situation sur l'Asie de l'Est? Parce que d'un côté, ils doivent faire preuve d'une certaine prudence quant aux prochaines actions des États-Unis,
et éviter de s'aliéner les Américains. Mais d'un autre côté, cette imprévisibilité stratégique est tout simplement la pire chose en économie. En économie, la première règle, plus ou moins, c'est que l'on veut de la prévisibilité. On veut savoir ce qui va se passer demain si l'on veut des investissements sûrs et une croissance prévisible. Oui, absolument. Je veux dire, on peut revenir en arrière. Je le dis souvent. Donald Trump n'est pas quelqu'un qui planifie pour l'avenir. Tu as mis le doigt dessus. Chaque jour est simplement un nouveau jour, et il cherche comment en tirer le maximum. Et si quelque chose de mauvais s'est produit la veille, comme une dispute avec son principal bienfaiteur, Elon Musk, il annonce simplement une nouvelle loi sur le commerce, ou déclare qu'il va faire la guerre à l'Iran. Ce genre de choses. Il y a donc presque une infinité de lapins blancs qu'il peut sortir de son chapeau, et la presse va les suivre en essayant de comprendre ce que cela signifie, ce qui fait qu'elle ne prête pas vraiment attention à l'ensemble du tableau. Et c'est délibéré de sa part. Ce n'est pas tout. Il a une théorie, n'est-ce pas? Sa théorie, c'est qu'il veut que la Fed baisse les taux et que cela dévaluera le dollar américain. Mais on ne peut pas avoir à la fois un dollar américain dévalué et un dollar de référence pour le commerce international. C'est impossible. C'est comme un gâteau d'anniversaire. On ne peut pas le manger et le garder en même temps. Et c'est quelque chose que Donald Trump ne semble ni comprendre, ni prendre en compte. Il pense qu'il peut éblouir tout le monde et que le dollar va baisser de 20, 30, 40%, mais qu'il pourra quand même forcer les autres pays à utiliser le dollar américain. Si cela arrive, les gens ne seront pas contents de perdre la moitié de leur capital, les taux d'intérêt s'envoleront, et ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc ça n'a aucun sens. C'est là que tu as souligné où est la logique. Je dis toujours aux gens, n'en cherchez pas, regardez simplement au jour le jour. Il va réagir à ce qui se passe. Il accorde beaucoup d'attention au marché, il accorde beaucoup d'attention à sa base en ce qui concerne les sondages, et il accorde beaucoup d'attention aux actualités. À part ça, pas grand-chose d'autre. Ce sont, tu sais, les 3 piliers de sa Bible quotidienne. Et il pense qu'il joue aux échecs en 24 dimensions. Et beaucoup de ses partisans lui ont accordé le bénéfice du doute, même avec ce grand et magnifique projet de loi. Ils disent, eh bien, peut-être que tout s'arrangera. Je ne comprends pas, mais peut-être que c'est un type intelligent et riche et qu'il comprend tout ça. Et peut-être que ça va m'aider. Mais dans les prochains mois, enfin je devrais dire l'année prochaine, vous allez voir énormément de souffrance chez les gens qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance. Et certains diront, « Oh, c'est un instrument de Dieu et nous devrions simplement le suivre sans réfléchir. C'est notre chef de culte. » D'autres diront, « Il nous a trahis. » Et c'est là le danger. Ce sont des gens qui peuvent facilement changer de camp, pas forcément vers les démocrates, mais vers un nouveau parti qui dirait, vous savez, comme le parti de l'Amérique d'Elon Musk, ce qui pourrait l'affaiblir. N'oubliez pas que tout au Congrès se joue à un fil près en ce qui concerne le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Elon Musk n'a besoin de gagner que 2 ou 3 sièges au Sénat et peut-être 10 sièges à la Chambre des représentants. Et devinez quoi? Il contrôlerait alors qui dirige le Congrès. Il pourrait choisir de travailler avec les républicains ou de travailler avec les démocrates ou simplement dire non et alors rien ne se passe. Il a l'argent. Il a les personnes qui savent comment fonder un parti, ce qui est difficile, mais il en est capable. Il a le temps et il a certainement les fonds nécessaires. Et c'est une bataille État par État. Il faut y aller, remplir les papiers, recueillir des signatures. Mais si vous avez beaucoup d'argent, que vous êtes organisé et que vous disposez de beaucoup d'informations,
alors ça devient beaucoup plus facile. Les candidatures de tiers dans le passé n'étaient pas vraiment très bien financées. Celle-ci sera autofinancée par Elon Musk, et nous verrons si d'autres sont attirés par lui. En ce qui concerne la Chine regarde cela et se gratte la tête, car Donald Trump fait plus pour aliéner les États-Unis que la Chine ne le souhaiterait même. Je veux dire, cela peut sembler étrange parce que les États-Unis ciblent la Chine. La Chine est l'adulte dans la pièce. Ils comprennent que la demande américaine est importante pour la Chine et c'est important pour le monde entier. Et sans cela, il y aurait une récession mondiale, voire même une dépression. Donc ils ne souhaitent pas que les États-Unis échouent. Personne ne le souhaite. La question est donc, que fait-on avec un homme qui ne semble pas avoir de fin? Et la Chine, de toute évidence, joue la montre avec Washington. Trump continue d'annoncer que quelqu'un va l'appeler ou que, vous savez, nous avons un accord. Mais ce n'est pas le cas. Il y a de petits points sur lesquels ils avancent. La Chine dit, d'accord, nous allons libérer, vous savez, des terres rares à des fins civiles, voitures, automobiles et autres choses, mais pas pour les armes. Les États-Unis proposent de dire, d'accord, nous vous laisserons avoir des puces, mais nous ne vous laisserons pas avoir les puces les plus avancées. Ce sont donc des mouvements très très limités. Le gouvernement chinois a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'un accord soit prêt en septembre. C'est encore loin, et il y a beaucoup d'incertitudes d'ici là. En attendant, le reste du monde observe la situation. Revenons maintenant au Vietnam. Ils se sont mis d'accord sur une perspective pour 2040, mais ils vont devoir faire face à des pressions de la part de la Chine, qui a clairement indiqué que tout pays décidant, en substance, de sacrifier sa relation avec la Chine pour céder à la pression américaine, s'exposerait à une réaction de la part de la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que Trump fasse la même chose partout dans le monde. On peut imposer des droits de douane de 20%, voire 40% sur tout ce qui concerne la Chine. C'est évidemment une mesure qui les vise, et ils ont clairement fait savoir que cela ne leur conviendrait pas. Rappelez-vous, aussi important que soit le volume des exportations du Vietnam vers les États-Unis, si vous commencez à examiner en détail l'augmentation des importations en provenance de Chine, je pense que cela vous donnera une idée très très claire. La plupart des produits vietnamiens expédiés vers les États-Unis sont soit des produits de transit, soit contiennent des composants fabriqués en Chine. Donc vous voyez, nous sommes dans une situation où la Chine se gratte la tête. Ils vont jouer la montre juste assez pour gérer la situation avec lui pendant 3 ans et demi. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer lors des élections de mi-mandat. Il semble qu'il va perdre, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais on ne sait jamais. Donc le mieux, c'est de rester calme. Et vous voyez beaucoup de pays faire cela. Le Japon, par exemple. Le plus proche allié de l'Amérique en Orient a fait savoir qu'ils n'allaient pas céder. Ils ne vont pas simplement livrer à nouveau leur économie, comme ils l'avaient fait avec les accords du Plaza aux États-Unis. Ils ont déjà été échaudés une fois, et ils sont désormais méfiants. Donc à ce stade, avec le Japon et tant d'autres pays, l'UMED qui riposte et les BRICS qui déclarent unilatéralement « Vous n'êtes pas équitable, nous sommes contre cela et nous vous envoyons un signal clair », Donald Trump risque d'aliéner le reste du monde. À un certain moment, quand on est le plus fort dans la cour de récréation, on peut intimider les plus petits, c'est possible. Peut-être qu'on obtient ce qu'on veut, mais on ne peut pas intimider tout le monde. Et si la foule s'unit, ce sera les États-Unis qui perdront, qui seront isolés. Ce genre de comportement, un comportement de tyran, ne pas faire des barazouilles. I think the reason some people are giving him the
Je pense que si certaines personnes lui accordent le bénéfice du doute, c'est parce que le grand objectif de réorganiser l'économie mondiale d'une manière plus favorable aux États-Unis, selon le modèle de la décennie passée, semble avoir pris fin. J'imagine que les gens attendent que la situation se clarifie et qu'un certain sens émerge de tout ce chaos. Je le constate aussi avec les guerres, qu'il peut encore mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous n'avons pas encore vu le dernier chapitre du Moyen-Orient. Mais bien sûr, beaucoup de choses relèvent aussi de la politique intérieure. Beaucoup de gens ont été très désillusionnés par l'administration Biden. Et puis Trump est arrivé, contre toute attente, et il a repris la présidence. Donc dans ce récit, on aimerait voir cela aboutir à quelque chose de concret. Mais s'il y a une politique claire en matière de politique étrangère et aussi intérieure, c'est vraiment de réaffirmer la position dominante de l'Amérique. Le thème principal semble être, ou du moins s'inscrit dans la logique de freiner l'ascension de la Chine. C'est pourquoi, bien sûr, on peut être optimiste quant aux accords sur les terres rares s'ils parviennent à trouver un terrain d'entente sur la technologie. Mais pour que les Chinois puissent verrouiller les États-Unis dans certains accords commerciaux, que les États-Unis ne déchireront pas au bout de quelques mois, comment cela peut-il être réalisé? Je suppose, et je peux me tromper, que la principale stratégie de la Chine aujourd'hui est d'introduire une certaine prévisibilité dans ce partenariat avec le gouvernement américain, qui semble prospérer sur l'idée d'être imprévisible. Alors comment, si l'objectif principal de Trump est d'être imprévisible, de bouleverser les choses afin de se donner plus de marge de manœuvre, comment introduire de la prévisibilité dans une stratégie qui est délibérément imprévisible? Eh bien, il existe plusieurs façons de faire. Tout d'abord, il faut montrer l'exemple. Et ce que la Chine a fait, c'est qu'elle a supprimé les exigences de visa pour de très nombreux pays. Elle a réduit les droits de douane à 0 pour les pays africains. Elle essaye de construire un réseau commercial plus vaste en dehors des États-Unis, tout en cherchant à stimuler la consommation intérieure. En somme, la Chine et la Russie ont dit « Écoutez, cela ne fonctionnera pas à long terme. » Je veux dire, il s'agit d'un pays qui ne nous aime pas et qui continuera à nous cibler. Nous devons arracher le pansement, affronter la douleur et simplement faire face. Maintenant, la Russie est un peu plus agressive, tandis que la Chine est un peu plus stratégique à ce niveau-là. Ils regardent cela et se disent « D'accord, nous devons gérer cela pendant 3 ans et demi. Nous continuerons à développer notre réseau commercial. » En ce qui concerne les relations avec les États-Unis et Donald Trump, il n'y a qu'une seule façon de faire. Nous jouons la montre. Nous le gardons à la table des négociations en discutant de toutes sortes de sujets. Et puis finalement, il y aura ce que je prédis être une phase 2. La phase 2 consisterait en un accord selon lequel la Chine achèterait beaucoup d'énergie, de produits agricoles et tout ce que Donald Trump souhaite vendre, mais à des prix de marché. Et si cela se concrétise, cela crée effectivement une certaine prévisibilité. Car si Donald Trump a accepté cet accord, s'il s'en écarte, tout s'arrête. Et cela aurait un effet encore plus perturbateur sur tous ces agriculteurs qui se demandent ce qu'ils vont faire de leurs récoltes, en particulier du soja. Donc c'est très difficile. Mais, vous savez, quelque chose que vous avez dit m'a fait penser à un point que je voudrais souligner. Vous avez parlé de Biden et de Trump et du genre de crise de leadership. Et c'est pas propre aux États-Unis. On retrouve cela en Grande-Bretagne et en Italie, dans toute l'Amérique du Sud, surtout en Argentine, mais en Allemagne, il semble que vous ayez une série de dirigeants presque interchangeables. Je veux dire, réfléchissez-y. Ils vont un peu là où le vent les porte. Et la question est,
Comment en est-on arrivé là? Je vais proposer quelque chose à méditer. Lorsque vous avez des systèmes où pour faire partie du parti et gravir les échelons, il faut accepter tout ce qui est dit à un moment donné, vous n'obtiendrez pas de dirigeants indépendants. Vous aurez des personnes qui suivent le mouvement pour s'intégrer. Il s'agit de leur désir de pouvoir, pas nécessairement de leur capacité à provoquer le changement. Ainsi, aux États-Unis, vous avez le Parti démocrate qui dit « Voici les critères incontournables. Si vous ne correspondez pas à cela, vous ne pouvez pas faire partie de ce parti. » Et nous avons vu des divisions entre le centre et la gauche. La même chose s'est produite au sein du Parti républicain. Avant, c'étaient les conservateurs contre les républicains modérés. Puis Donald Trump est arrivé, et il a redéfini le parti, en le déplaçant à 180 degrés dans certains domaines, notamment en s'adressant aux électeurs de la classe ouvrière, à faible revenu et moins diplômés. Et maintenant, il fixe le test. Soit vous êtes avec MAGA, soit vous êtes contre, et vous serez défiés lors des primaires. Nous l'avons vu très clairement lorsqu'il faisait passer le grand et magnifique projet de loi. Il disait aux gens, si vous n'êtes pas d'accord, je viendrai vous chercher. Vous savez, des trucs de tyrans de cour de récré. Mais est-ce que cela produit des leaders? Je ne pense pas. Cela produit des suiveurs. Regardez son cabinet. Ils peuvent avoir l'air bien à la télévision. Pam Bondi, elle ressemble à une présentatrice. Vous avez Hegseth qui a certainement beaucoup d'assurance. Mais ont-ils l'expérience et le jugement indépendant nécessaires pour conseiller le président et l'aider à élaborer des politiques qui affectent toute une nation et le monde? C'est donc l'un des dilemmes auxquels les démocraties sont confrontées. Ce désir d'avoir des partis au pouvoir étouffe la capacité des personnes visionnaires à émerger. Je parle souvent à différents, enfin, à la fois d'anciens et d'actuels diplomates et responsables politiques en Europe. Et c'est un thème récurrent que je retiens toujours de ces conversations. À savoir que l'on entend souvent ce commentaire. Oui, c'est malheureusement comme ça. Mais vous savez, sur tel ou tel sujet, on ne peut pas vraiment dire ça en public. Ou bien ce n'est pas ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Il y a donc ce thème commun de ce que l'on peut dire ou non. Et c'est très préoccupant, parce que, même sur des questions très importantes, la sécurité, l'économie, je rencontre des responsables politiques qui me disent que, oui, ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent, mais c'est encore une fois là où se trouve le consensus. C'est là que nous partageons tous les mêmes éléments de langage. Au final, toute cette classe politique se retrouve obligée de suivre le groupe, avec des gens qui disent des choses auxquelles ils ne croient pas vraiment, vous voyez, sincèrement. Et ce n'est pas seulement dans les partis politiques, on le voit aussi dans les grandes institutions. Par exemple, on le voit à l'OTAN. Jens Stoltenberg, qui pendant toutes ces années disait « Oh non, tout est noir ou blanc. L'Ukraine doit tout obtenir. » Et puis, dès qu'il a terminé son mandat de secrétaire général de l'OTAN, il donne des interviews en disant « Eh bien, l'Ukraine devra probablement faire des concessions, je veux dire, accepter des compromis. » Vous savez, on ne peut jamais dire ce genre de choses lorsqu'on occupe un poste clé. Mais encore une fois, je le constate aussi bien, oui, comme je l'ai dit, chez les diplomates et les politiciens avec qui je discute. Personne ne peut vraiment dire ce qu'il pense ou comment il perçoit la réalité. Ce sont les loyautés de groupe qui priment. Encore une fois, si vous voulez jouer le jeu, il ne suffit pas d'accepter les règles. Il faut aussi adhérer au scénario et au récit. Parce que s'il y a bien une chose qui définit la politique aujourd'hui, à mon avis, c'est à quel point elle est guidée par le récit. Nous avons une trame, et tout le monde doit s'y conformer. Cela réduit considérablement l'espace de ce qu'il est permis de dire.
Je voudrais cependant me tourner un peu vers la façon dont la Chine organise ses relations avec ses voisins. Car si l'objectif des États-Unis est de créer des divisions entre la Chine et les États voisins, ce que l'on ferait si l'on voulait contenir la Chine, eh bien, je pense que c'est une position idéale. Les États d'Asie de l'Est se disputent tous entre eux, et les États-Unis interviennent presque comme médiateurs, évidemment en prenant systématiquement position contre la Chine dans tous les dossiers, tout en restant officiellement ce médiateur neutre. Je veux dire, c'est un rôle qu'il joue aussi dans d'autres parties du monde. Mais comment la Chine va-t-elle réagir à cela? Parce que vous avez mentionné, eh bien, si l'on passe en revue certains pays, le Japon était censé être la force la plus fidèle contre la Chine. La Chine profite-t-elle de cette situation, d'une manière ou d'une autre, pour réorganiser sa relation avec le Japon? Parce qu'il y a beaucoup de passifs et de mauvaises relations entre eux. Mais la géographie ne change pas. Ils vont devoir continuer à vivre côte à côte. S'ils parviennent à faire évoluer cette relation, cela, de façon positive, cela transformerait la région. Voyez-vous des évolutions dans ce domaine? Eh bien oui, je veux dire, les gens aiment penser à cela en termes d'anciennes méthodes. Et c'est, vous savez, les États-Unis profitent de la situation, ils s'ingèrent, ce genre de choses. Je veux dire, la stratégie en Asie est différente de celle qui a été utilisée au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est il y a de nombreuses années. C'est toujours diviser pour mieux régner. L'Amérique est un empire. Nous résolvons nos problèmes en prenant aux autres. Vous avez mentionné plus tôt le changement de l'ordre mondial. Eh bien, il y a tellement de pays dans le monde qui se demandent pourquoi le pays le plus riche, le plus puissant, avec la plus forte armée, doit être soutenu alors qu'il n'arrive même pas à se nourrir lui-même. Pourquoi sont-ils maltraités? Pourquoi sont-ils ignorés? C'est particulièrement vrai en Amérique du Sud et en Afrique. Au Moyen-Orient, c'est pire parce qu'ils voient une ingérence active des États-Unis. Ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Somalie, au Liban, la liste est longue. L'ASEAN en est donc consciente. Mais je dois dire que je pense que la Chine a une opportunité en or avec des pays comme le Japon. Le Japon est celui qui initie beaucoup des nouvelles communications. Ils étaient farouchement opposés, souvenez-vous, à l'entrée de la Chine dans le CPTPP, qui était l'ancien partenariat transpacifique dont les États-Unis se sont retirés. Mais si cela changeait, ce serait énorme. Si la Chine y adhère, cela renforcerait le CPTPP. C'est aussi un signal très fort que les groupements régionaux vont se poursuivre et qu'ils continueront sans les États-Unis. C'est un domaine qu'il faudra surveiller. À venir, c'est la 80e année depuis l'invasion japonaise. Il y a beaucoup de ressentiment en Chine concernant ce qui s'est passé lors des procès pour crimes de guerre japonais. Ils ont jugé 25 criminels de classe A, puis le lendemain du verdict, le reste d'entre eux, près de 100, ont simplement été relâchés sans autre forme de procès. Ils ont dit « Non, non, il n'y aura pas d'autre procès. Ces criminels sont libres de reprendre leurs activités. » En fait, beaucoup de personnes considérées comme criminels de guerre de classe A, y compris le père de l'ancien ambassadeur et le premier ministre, ont fini par travailler au sein du gouvernement, occupant des postes de pouvoir. C'est quelque chose que les Chinois ont beaucoup de mal à comprendre, et il subsiste encore beaucoup de rancœur. On retrouve des problèmes similaires avec la Corée. La question est de savoir s'ils peuvent être pragmatiques et se dire « Écoutez, les États-Unis n'ont pas de force atomique fiable. » Nous pouvons encore vouloir compter sur l'armée, mais nous avons besoin de marché. Et il nous faut une trajectoire de croissance, ainsi que de meilleures relations stables avec nos voisins, y compris la Chine. Maintenant, l'un des grands enjeux pour la Chine, c'est la mer de Chine méridionale.
Vous savez, s'il parvenait à résoudre ce problème, s'il s'asseyait avec l'ASEAN et allait au-delà du code de conduite, par exemple, disons qu'il déclarait, d'accord, toute zone disputée, et il y en a plusieurs. On parle toujours des îles Spratlys et de toutes ces choses. Mais en réalité, il n'y a pas que la Chine et les Philippines qui sont en désaccord ici. D'autres pays sont également en conflit, y compris Taïwan. Il y a donc de multiples revendications, et ces revendications ont été créées par qui? Les États-Unis. Son désir d'avoir un territoire océanique plus vaste a créé des problèmes pour le reste du monde, et ils le savaient lorsqu'ils l'ont adopté. Les gens ne comprenaient pas. Les États-Unis étaient bien plus puissants à l'époque, et ils l'ont essentiellement imposé. C'était soit vous acceptez, soit vous êtes exclus, en usant de tactiques d'intimidation. Mais si la Chine s'assied avec ces pays et disait « Écoutez, mettons simplement toute zone contestée dans une sorte de fiducie mutuellement bénéfique, gérée par nous, et convenons de développer ce qu'il y a là-bas. » Parce que la raison pour laquelle ils en parlent, c'est le développement. Ces petites îles ne sont pas vraiment habitables ou quoi que ce soit de ce genre. Il s'agit des ressources que les gens pensent trouver en mer. La Chine a les machines et le capital pour les exploiter. Cela serait très utile à ces pays. Donc, s'ils parvenaient à s'entendre sur la prospérité partagée et un avenir commun, au moins au niveau régional, cela changerait complètement la donne. Je pense donc que la Chine doit prêter attention non seulement à ce que font les États-Unis pour s'affaiblir eux-mêmes, mais aussi à ce qu'elle peut faire pour renforcer les partenariats régionaux et accroître le commerce. Car s'ils envisagent un avenir qui n'inclut pas les États-Unis dans le rôle prépondérant qu'ils occupaient auparavant, ils doivent en inventer un nouveau. Donc, s'ils parviennent à résoudre cela, que se passe-t-il? Tout à coup, l'ASEAN et la Chine, tout le monde dit « Eh bien, les patrouilles pour la liberté de navigation, pourquoi faire? Nous ne voulons pas de vous ici, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que Canberra envoie des navires ici, ni les Britanniques, ni les Américains, ni même les Indiens. » Vous n'avez aucun rôle. Il n'y a pas de problème ici. Pourquoi envoyez-vous des navires? Cela affecte donc gravement la perception que les gens ont de Taïwan. Tout le monde dit, eh bien la Chine semble s'entendre avec les autres. On dirait que c'est nous qui essayons de créer un problème. Nous n'avons rien à faire dans ces affaires. Donc je pense effectivement que oui, on peut attendre et laisser les États-Unis s'enliser, observer la désintégration de leur soft power, de leur crédibilité et de leur prévisibilité. Mais en plus de cela, je pense qu'il est important de commencer à construire une nouvelle structure. Vous savez, les BRICS, la Banque des BRICS et le Fonds des BRICS, ce sont tous des projets. Je crois que pour la première fois, 60% du commerce mondial ne s'est pas fait en dollars. C'est quelque chose. C'est un sujet dont on ne parle pas, mais auquel on devrait réfléchir très, très sérieusement. Si la Chine entretient plus de 140 relations commerciales principales, pourquoi utiliserait-on un dollar qui se déprécie et qui n'est tout simplement pas fiable pour le commerce entre pays? Il existe d'autres alternatives, et ce n'est pas que le dollar va disparaître, il sera encore utilisé dans une certaine mesure. Mais les États-Unis sont en train de se saborder eux-mêmes. La Chine n'a pas besoin d'aider, mais elle doit proposer une alternative. Et c'est vraiment là que je pense qu'ils doivent mettre de l'ordre dans leurs affaires et commencer à en parler. Il ne s'agit pas de profiter des États-Unis, il s'agit simplement de répondre à l'incapacité des États-Unis à formuler des plans et à instaurer la paix. C'est, à mon avis, probablement la chose la plus importante que la Chine puisse faire. Oui, c'est justement ce à quoi je faisais allusion. Parce que dans ces systèmes d'alliance que les États-Unis ont mis en place pour contenir la Chine, une fois que ces systèmes ne profitent plus à leurs
appelons-les partenaires, proxy, vassaux, ou comme vous voudrez, leurs partenaires juniors, cela crée une opportunité. Mais bien sûr, il faut les remplacer par quelque chose, et il ne s'agit pas simplement qu'un camp fasse pression sur eux face à la pression chinoise, mais plutôt de pouvoir proposer différents formats, des alternatives, une prospérité mutuelle. Ma dernière question est la suivante. On peut évidemment regarder de nombreux pays de la région, les Philippines aussi, mais les deux pays qui semblent se distinguer en termes de relations changeantes ou de défis sont l'Inde et le Vietnam. Voyez-vous plus d'antagonisme ou bien des possibilités pour la Chine d'améliorer ses liens avec ces pays? Eh bien, j'espère qu'ils le feront. Comme je l'ai dit, avec le Vietnam, la Chine verra d'un très mauvais œil qu'ils acceptent, en substance, de traiter les produits chinois comme faisant partie de l'agenda américain. Cela ne passera pas facilement, et il y aura une certaine réaction à cela. En ce qui concerne l'Inde, l'Inde est intéressante, et je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Lors de la dernière guerre avec le Pakistan, qu'aviez-vous? Le Pakistan était approvisionné par la Chine et par la Turquie. Mais si vous regardez tous ceux qui les approvisionnent, ils sont tous dans le sud global. Ensuite, regardez l'Inde. L'Inde est approvisionnée par Israël, la France et les États-Unis. La Russie représentait autrefois 72%. Aujourd'hui, ils sont littéralement à la moitié de ce montant et continuent d'être exclus de l'équation. Donc vous avez l'Inde, un pays qui a énormément souffert du colonialisme. Il représentait 24% du PIB mondial avant l'arrivée des Britanniques. Après le départ des Britanniques, ils étaient à 4%. Je pense que c'est une preuve assez claire qu'ils ont été exploités et pillés. Pourtant aujourd'hui, ils dépendent des mêmes puissances coloniales qui les ont essentiellement dépouillés. Est-ce que cela va continuer? Même au sein des BRICS, l'Inde a une approche différente. Ils ne veulent pas tant parler d'intérêts mutuels. Ils veulent commercer. Ils disent, eh bien, vous me soutenez contre le Pakistan et je vous soutiendrai sur une question commerciale. Et cela ne fonctionne pas vraiment, car ce n'est pas ce type d'organisation. Bien sûr, cela arrive aux Nations Unies, mais dans cette perspective, il s'agit purement de commerce. Et l'Inde continue d'essayer d'introduire des questions politiques, et ils considèrent cela comme intelligent. Ils voient cela comme un moyen de faire avancer leurs intérêts nationaux. Maintenant, est-ce que cela va changer? Je ne sais pas. À un moment donné, j'ai vu, personnellement, j'ai participé à une émission avec un animateur très connu en Inde. C'est plutôt un format tabloïd, avec beaucoup de cris et d'agitation, ce genre de choses. Mais les deux émissions étaient essentiellement consacrées à critiquer les États-Unis pour leur tentative de changement de régime en Iran. Et c'est pas que l'Iran, je veux dire l'Inde soutenait l'Iran autrefois, non? Puis il y a eu un revirement brutal. Donc ce n'est pas qu'ils sont amis avec l'Iran, mais il y avait vraiment ce ton très virulent, selon lequel les États-Unis n'ont pas le droit de faire cela. Et je pense qu'en partie, c'est à cause de ce qui s'est passé au Bangladesh. Les empreintes des États-Unis étaient partout là-dessus. Et que c'est un message adressé à l'Inde. Ne soyez pas une minorité insolente. Les hommes blancs sont là. Nous sommes aux commandes. Et vous, vous prenez ce qu'on vous donne. N'allez pas vous imaginer que vous pouvez faire la même chose. Il y a aussi ce sentiment, du côté du gouvernement Modi, que les États-Unis ont permis des ingérences lors de ces élections générales, ce qui, selon lui a coûté la majorité et le mandat qu'il souhaitait pour, en somme, unifier l'Inde, plus à la manière de la Chine. Secretary Small Breath en Ford et their dimmer personne moins puissant. Il pense qu'il est nécessaire de changer l'Inde. Il a probablement raison. Il y a donc de nombreux courants qui circulent dans tous les sens. On peut avoir l'impression que la rivière coule dans une seule direction,
Mais nous savons tous qu'en dessous de la surface, il y a de nombreux courants qui vont dans des directions différentes, en arrière, sur les côtés, etc. Voilà la réalité d'aujourd'hui. La question est de savoir comment l'Inde se perçoit elle-même. Si elle continue d'être poussée par les États-Unis, elle se tournera davantage vers la Chine, mais elle n'abandonnera jamais complètement les États-Unis. Et elle n'abandonnera jamais complètement la Chine non plus. À leur avis, la chose intelligente à faire est d'avoir un pied dans chaque camp et de prendre tout ce qu'on peut obtenir. On peut le voir, l'une des raisons pour lesquelles je pense que Xi Jinping n'était pas très enthousiaste à l'idée d'aller au sommet des BRICS, c'est qu'il y a eu, vous savez, une tournée de 5 pays par Modi, puis le dîner d'État et... Le Brésil, sous l'égide de Lula. Lula pensait pouvoir charmer tout le monde pour les amener peut-être à adopter une vision plus pragmatique, selon lui, envers les États-Unis. Le Brésil a de nombreux liens et investissements, ce genre de choses. Il ne peut pas se détourner des États-Unis, même si Lula n'est pas particulièrement séduit par la politique américaine. Cela devient donc très très complexe. D'un côté, la Russie et la Chine affirment qu'il faut faire ce qui est nécessaire pour se protéger et construire un ordre mondial, non pas pour supplanter les États-Unis, mais parce que les États-Unis ne sont pas fiables. De l'autre, l'Inde et, dans une certaine mesure, le Brésil disent « oublions cela, ne prenons pas position ». Voyons simplement ce que nous pouvons tirer de cette situation individuellement, en tant que nation, ce qui, bien sûr, signifie qu'on ne souhaite pas vraiment faire partie du groupe. Vous voulez simplement utiliser le groupe à vos propres fins. Donc, tant que les mentalités ne changent pas, tant que les États-Unis ne réalisent pas qu'ils font partie du monde et non qu'ils en sont les maîtres, tant qu'ils ne réfléchissent pas à leurs actions et ne se disent pas « voici des choses qui n'ont pas fonctionné ». Aller dans des pays en pensant que nous allons réussir un grand changement de régime n'a pas marché. Cela n'a pas fonctionné en Afghanistan et dans tant d'autres endroits. Nous devons envisager de nouvelles stratégies, peut-être en engageant le dialogue. C'est un aspect. Le second point concerne d'autres nations, comme l'Inde, qui décident que leur intérêt est en réalité de coopérer avec des groupes plutôt que de les utiliser à des fins politiques et économiques. J'espère que cela répond à la question. Non, c'est le cas. Eh bien, je pense qu'on dit que la malédiction d'un hégémon, ce n'est pas seulement l'incapacité à hiérarchiser les priorités et avoir une vision stratégique, étant donné qu'on essaye de tout faire. Mais la malédiction de l'hégémonie, c'est aussi la capacité d'absorber beaucoup de coups, ce qui permet de faire beaucoup de choses stupides sans forcément en subir les conséquences. De mon point de vue, cela résume parfaitement les 30 dernières années. Un manque de réflexion stratégique sur où agir et comment, mais aussi, oui, cette accumulation de tous ces coups. Nous sommes prêts à faire des choses vraiment stupides. Je pense que cela touche à sa fin. Et maintenant que l'hégémonie est terminée, on voit tous ces coups, les conséquences s'accumulent. Et je ne pense pas qu'il y ait eu un véritable ajustement. Et ce n'est pas seulement la faute des Américains. Je constate la même chose en Europe. Cette volonté d'insister sur chaque politique qui a échoué, en espérant que d'une manière ou d'une autre, la situation s'améliorera, que ce soit sur des questions de guerre ou de sécurité. Mais oui, je pense que la réalité va très vite nous rattraper. C'est toujours le cas. Il est intéressant d'observer l'Asie de l'Est, car je pense vraiment que cette région va connaître de grands changements, notamment parce que la structure d'alliance des États-Unis ne pourra pas forcément être maintenue. Et l'ironie, bien sûr, c'est que même si les Américains veulent quitter l'Europe, ce n'est pas si grave s'ils imposent leur influence et qu'il y a des conséquences. Mais étant donné que l'Asie est leur principal centre d'intérêt stratégique, il est très difficile de discerner la stratégie ou la logique
derrière certaines des actions entreprises. Beaucoup de choses semblent être de l'auto-sabotage, mais c'est la situation. Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre temps et j'ai hâte de poursuivre cette discussion. Thanks again for your time, and look forward to speaking again.